Bonjour et bienvenue dans le cadre des rencontres Points communs et plus spécifiquement celle du ce soir dont il s'agit de mettre en dialogue des associations, des syndicats et les pouvoirs publics. Nous organisons cet après-midi une rencontre spéciale et spécifique sur la question de l'éthique des marchés publics en design. Donc, je donne le bienvenue à Franck Dubois, qui est membre du CA de l'AFD, qui porte ces questions depuis 20 ans au sein de l'AFD, qui est membre fondateur du studio Perroquet Bleu à Rouen en Normandie. Je donne le bienvenue toujours à Romain Dion, avec qui j'organise les rencontres Points communs, donc également membre du CA de l'AFD et cofondateur du studio de design graphique Ascenso. François Caspar, donc président du syndicat de l'AFD et designer. Et donc on ouvre le dialogue avec Pascal Morgier, qui représente le ministère de la Culture aujourd'hui. Et voilà, donc on a une heure de rencontre. Romain, il sera comme d'habitude en ligne sur Twitch. Vous pouvez suivre la rencontre, poser vos questions et vos commentaires. Donc on n'attend pas. Donc Franck, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, comment synthétiser 3 minutes, en 3 minutes, 20 ans de combat de l'AFD concernant les concours non indemnisés, notamment dans le cadre des marchés publics. L'histoire débute dans les années 90. D'une logique de rémunération des projets non retenus, on est passé à une logique de concours non indemnisés, à la faveur à l'époque d'un marché prolifique et de budgets généreux et à la compétition mesurée. S'installe doucement sur ces années cette logique où l'on doit afficher la couleur gratuitement pour prétendre à une commande. Les marchés sont de plus en plus exigeants, ils demandent 2-3 maquettes par compétiteur. Les compétiteurs, le nombre va s'envoler au fil des années. Il n'est pas rare alors d'afficher une dizaine de projets dont un seul sera rémunéré. Le marché s'ankylose, génère globalement plus de travail gratuit que de travail rémunéré. La profession s'appauvrit dans une période où, dans le même temps, le nombre des prestataires s'enflamme et les prix baissent. Le piège s'est refermé sur la profession de designer. Ce que l'on a de plus précieux, nos idées, doit par principe être offert aux clients avec un processus trop souvent amateur qui déterminera celui qui est soi-disant le meilleur. De 90, 2000, 2010, 2015, c'est le règne des idées gratuites. Je fais dans la caricature. Comme en témoigne encore une récente pétition ayant recueilli 10 000 signatures en quelques semaines sous la bannière « Non aux créations gratuites ». On y ressent de la colère. Pourtant, l'arsenal juridique a évolué toutes ces années. D'un code des marchés publics généraliste et un peu flou, la profession a bénéficié de circulaires, de fiches techniques, de notes d'éclairage émanant des ministères de la Culture ou de l'Économie, et d'un nombre très important de guides de bonnes pratiques d'associations professionnelles ou de syndicats, comme celui de l'AFD notamment. Citons simplement sur le plan juridique 3 documents, et normalement il y a un petit slide qui s'affiche, 3 documents qui éclairent sur le Code des marchés publics ces dernières années. À gauche de l'écran, vous avez la circulaire de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, du 10 juillet 2016, qui posait les bases de la fin des compétitions non rémunérées. Ensuite, il y a la mise à jour du 18 mai 2020 de la fiche technique du marché des ministères de l'économie, accompagnée quelques semaines plus tard, tiens donc, pour plus de précision, d'une note de la direction des affaires juridiques du même ministère. Les interprétations sont aujourd'hui claires dans ces 3 documents officiels, pas ou plus de projets gratuits. Obligation donc à indemnisation. Toutefois, on peut se poser la question légitimement de l'autorité réelle de ces documents qui reste peut-être à préciser. Car ce qui semble clocher, c'est bien l'information, la communication autour de ces références. Du côté des designers, on ne connaît pas bien ces documents. Les 10 000 signatures de la pétition en sont le signe. Mais aussi et surtout côté donneur d'ordre, qui génère indirectement le score de la pétition, car il n'est pas une semaine sans qu'un nouveau marché public ne demande des projets, des maquettes, des esquisses, des croquis, de simples dessins, des crayonnés. Tous les noms sont permis dans la rédaction des marchés. Comment leur expliquer que l'exercice demande du temps et que c'est justement son intérêt, la compréhension par le designer de la question client, des enjeux du projet, qu'il ne s'agit pas de prendre 5 minutes sur un coin de table, mais au contraire de bien comprendre le besoin pour proposer des pistes de réponse. Et que ce temps, il est long et il mérite salaire. Alors qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Posons la question simplement et directement.
Une mairie aujourd'hui peut-elle, oui ou non, demander des maquettes gratuites avec un devis? Et puis deuxième question juste derrière, que peut-on faire pour assurer l'application de ces règles par les principaux acteurs de la commande publique? Les deux questions sont ouvertes, sont sur la table. Merci Franck pour cette introduction qui montre voilà, aussi une importance historique des actions qui sont portées par l'AFD et par ses membres, et de l'importance, je dirais, aussi de l'accompagnement et de la mise en place d'un dialogue pédagogique et instructif avec les pouvoirs publics et ceux qui initient les marchés publics. C'est peut-être cette question de coup posée par Pascal, je ne sais pas si François ou posée par Franck. Si vous voulez. Oui, alors je voudrais d'abord apporter une petite précision sur les périmètres, qui est une manière de commencer à répondre à la question. Vous avez évoqué une circulaire du ministère de la Culture de 2016. Alors, cette circulaire, c'est une circulaire du ministère de la Culture qui s'applique aux services du ministère de la Culture et à ses établissements publics. Pourquoi? Et là, on en vient à la question du périmètre. Le ministère de la Culture peut enjoindre à ses services, à ses établissements publics, d'avoir de bonnes pratiques, d'appliquer les réglementations, etc. Quand on a fait cette circulaire, d'ailleurs avec l'aide de l'AFD, on était dans cette idée-là, en sachant très bien que ça concernait le ministère de la Culture, ses établissements, éventuellement, mais ça c'est la loi de 2016, la loi LCAP, qui commence à le permettre de l'imposer aux structures qui sont subventionnées par le ministère de la Culture, d'avoir de bonnes pratiques en matière de rémunération, pas seulement des designers, mais de l'ensemble des créateurs. Et donc c'était, on le savait, un périmètre qui était restreint. Pourquoi? Parce que il y a dans ce pays un principe qui est le principe de libre administration des collectivités, et que le ministère de la Culture ne peut pas donner d'ordre, notamment aux collectivités territoriales. Et ce que je vois dans cette question des périmètres, c'est, je vais le faire de toute façon en ensemble successif, d'abord en rappelant que l'intérêt de cette circulaire de la ministre de la Culture, c'était que le ministère soit exemplaire, donne l'exemple, ce qui était loin d'être le cas il y a quelques années. Alors, il est possible, je veux être contredit par les faits, de temps en temps, il est possible que, de temps en temps, un service, un établissement public franchisse la ligne. Bon, voilà. Et on peut se dire, c'est peut-être optimiste, peut-être que ce sera contredit, que, au moins pour ce qui nous concerne, et encore une fois, c'est la moindre des choses, c'est le ministère des Créateurs, et d'ailleurs, cette circulaire développait une argumentation qui n'était pas seulement une argumentation liée à des questions de juste rémunération, c'était le cas aussi, mais disait c'est l'intérêt même des commanditaires. C'est l'intérêt des commanditaires d'avoir des propositions qui soient correctement faites, articulées, et qu'ils puissent choisir. Et un des éléments qui nous avait permis de réfléchir à ce sujet, c'était une étude qu'on avait faite avec le département des études, de la prospective et des statistiques sur les designers graphiques, et qui montrait que beaucoup de designers indépendants renonçaient à concourir à des marchés parce que c'était de l'argent perdu, et qu'un certain nombre d'agences, de grosses agences, pouvaient éventuellement se le permettre à leur moment perdu. Donc il y avait vraiment un problème d'économie, et pas seulement un problème de respect de la juste rémunération. Et ça nous mène à la question des autres documents que vous avez cités. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une question c'est pas bien de ne pas rémunérer. C'est aussi une question d'économie. Et à partir du moment où c'est une question d'économie, on est obligé de se poser la question non seulement pour petit périmètre des commandes du ministère de la Culture, parce que c'est quand même pas non plus le grand commanditaire, y compris le commanditaire public, qui fait le marché. Mais c'est
l'ensemble des services de l'État. Et là, l'instance, c'est la direction des achats de l'État, qui est à l'origine, en fait, de toutes ces notes et de ces notices sur les marchés publics. Mais c'est aussi les collectivités, et au-delà, c'est les entreprises. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que notre débat, il est à plusieurs niveaux, et que les réponses, parce qu'on va y venir, j'imagine, elles sont aussi à plusieurs niveaux. Mais les deux documents qui ont suivi, eux, ont un périmètre plus large que celui de la ministre de la Culture de l'époque. Ils concernent a priori plus de ministères. D'ailleurs, ils émanent du ministère de l'Économie. Donc, est-ce que leur application... D'ailleurs, ces documents-là sont tout aussi clairs que la circulaire de la ministre et la note de la DAJ, et on ne peut plus clair sur la nécessité de rémunérer, de structurer la commande publique. Donc, est-ce que là, on peut envisager que ça soit, y compris dans des domaines qui vont au-delà du périmètre du ministère de la Culture ? Oui, clairement. Je parlais de la direction des achats de l'État. Là, on a affaire, effectivement, à une direction dont la source d'inspiration, c'est le Code des marchés publics. Et il y a dans le Code des marchés publics, et c'est ce que montre la notice spécifique sur l'investissement significatif, enfin, toutes les explications autour de cette notion-là, c'est que c'est à partir de règles qui sont des règles de marché public qu'on aboutit à la conclusion qu'il faut rémunérer le travail. Et pourquoi ? Parce que il y a, en gros, très schématiquement, il y a trois grandes notions dans les marchés publics. Il y a la liberté d'accès, c'est-à-dire que tout le monde peut concourir. Et donc ça veut dire que la puissance publique doit faire en sorte que tout le monde puisse concourir. Il y a la notion d'égalité, c'est l'égalité de traitement des candidats, une notion de droit public tout à fait générale. Et il y a une notion de transparence, c'est-à-dire que les procédures doivent être transparentes, etc. On sait bien pourquoi. Et donc là, c'est bien à partir d'un raisonnement, notamment sur l'égalité de traitement, qu'on aboutit à l'idée qu'il faut rémunérer les investissements significatifs. Après, on peut s'interroger. Il y a eu des interrogations, il y a eu des exégèses de l'AFD sur le sujet, il y a eu des échanges, etc. Mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'à partir du moment, parce que vous citiez les esquisses, les maquettes, etc., les esquisses, les maquettes, etc., constituent des investissements significatifs. C'est-à-dire qu'après, on en revient, et c'est une question pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un commanditaire fait appel à des designers, son intérêt peut être soit de se dire bon, je vais choisir en fonction de la documentation qu'ils peuvent m'envoyer. Voilà, c'est la présentation du designer, de l'agence, de l'orientation du travail, ça correspond à ce que je souhaite, etc. Et à ce moment-là, je passe commande. Bon, après, il y a des seuils, tout ça. Mais à partir du moment où il y a de la mise en concurrence sur esquisse, sur maquette, etc., il y a bien un investissement significatif. On parlait tout à l'heure de l'architecture. D'une certaine manière, l'architecture a été en avance, puisque le principe de l'indemnisation, il est acquis, qu'il s'agisse d'esquisses ou d'avant-projets sommaires. C'est-à-dire que les cabinets d'architectes, ils ont bien fait entendre, et ça il y a bien 2 décennies au moins, à partir du moment où on demandait un travail, c'était indemnisé. Voilà. Donc après, pour aller encore plus loin sur le périmètre, il y a ensuite les collectivités publiques, non hors État, et il y a le privé. En termes de marché, alors j'ai pas été chercher, je ne suis pas sûr d'avoir ces éléments, ce que représente le public dans l'économie du design. J'avais fait ce travail-là sur le champ artistique. On va dire que c'est entre 6 et 8%, peut-être un peu plus avec les collectivités, mais l'essentiel du marché est privé. Et donc là, l'interlocution,
ça devient autre chose. Et ce sont des instances qui sont beaucoup plus du côté du dialogue, de la persuasion, de l'échange. C'est le Conseil national des achats. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui dépend des ministères économiques et financiers et qui réunissent toutes les personnes qui ont affaire, que ce soit des acteurs publics ou privés, avec des commandes. Alors, la particularité, c'est que, alors j'ai été regardé il n'y a pas très longtemps, vous avez un médiateur, vous avez une charte, etc. Mais ça régit essentiellement les relations entre les grands donneurs d'ordre et les PME sous-traitantes. Bon, mais rien n'empêche de considérer que les questions des petites entreprises que constituent la plupart du temps les designers indépendants ou les agences de design ne puissent pas rentrer dans cette logique-là. C'est-à-dire que finalement, les questions sont un peu les mêmes. C'est comment est-ce que des acteurs qui sont dans des situations de clients-fournisseurs sont aussi co-responsables, solidaires, ont des intérêts communs, ont des impératifs communs. Et donc, moi, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps cette fameuse charte. Alors évidemment, elle est profilée essentiellement pour essayer de résoudre des problèmes qui sont des problèmes économiques importants, hein, de la relation sous-traitant, etc. On trouve là-dedans des éléments qui ne sont pas très éloignés des questions qui se posent entre un designer et son client public ou privé. Alors moi, pour ma part, je pense que le privé, il a compris depuis longtemps l'intérêt de la compétition. Et souvent, il a accepté, il y a longtemps aussi, de l'organiser, de la rémunérer, comprenant que c'était une première étape valorisante pour le projet. Je voudrais seulement être vraiment très précis. La question d'origine, c'est une collectivité territoriale mairie. On a donc en région souvent les mairies, les conseils généraux, les collectivités, les communautés de communes et les conseils régionaux. Est-ce que la fiche technique du ministère de l'économie et la note de la DAJ s'appliquent aux achats de manière automatique? Est-ce qu'ils sont sous ce sceau-là ou pas? Parce que parfois c'est un peu obscur vu d'en bas, hein, vu du côté prestataire. Est-ce qu'une mairie, donc c'est la question, peut demander en même temps qu'un devis et sans l'indemniser des maquettes pour voir ce que le graphiste a à dire sur le sujet du marché? Ou est-ce que non? En fait, soyons super clairs. Alors, moi, je ne dis pas la loi. J'aurais tendance à vous répondre, pour vous faire plaisir, en disant évidemment que non. Et en même temps, je vais vous répondre évidemment que oui. Évidemment que oui, parce que j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas de moi, hein, je parle le ministère de la Culture n'a pas de pouvoir de sanction, de rétorsion, etc. Je vais prendre un exemple qui est extérieur au design, qui est celui de la mise en œuvre du 1%. Du 1%, Malraux, décoration des bâtiments publics, etc. Bon. Comment est-ce qu'on fait lorsque on constate que, pas seulement des collectivités d'ailleurs, mais aussi des services de l'État, n'appliquent pas? On a deux solutions. Soit on refait une circulaire, on rappelle la réglementation, etc. Soit on fait un travail de conviction. Alors c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et moi j'ai un exemple, alors je ne veux pas être taxé d'optimisme exagéré, qui est celui du droit de présentation publique, sur lequel on a travaillé ces dernières années pour que les artistes qui exposent, ou designers d'ailleurs, puissent être rémunérés au titre du droit d'exposition. Bon, c'est un serpent de mer, hein, ça remonte à 25 ou 30 ans. Cette affaire-là, ça a été soulevé par des syndicats il y a 25 ou 30 ans. Et on aurait pu, effectivement, c'était pas très utile parce que c'est déjà dans la loi, c'est déjà dans le code de la propriété intellectuelle. Donc les questions qui se posent, et c'est pour ça que je fais le parallèle,
ne sont pas forcément des questions de législation, de code, ne sont pas nécessairement des questions de réglementation, parce qu'on a des textes qui sont assez clairs, des textes interprétatifs qui ne sont pas nécessairement des décrets, mais voilà, la notice dont on parlait tout à l'heure, c'est un texte interprétatif du Code des marchés publics, qui dit un certain nombre de choses dans le sens qui est comment un commanditaire doit interpréter la notion d'investissement significatif notamment. Alors, ce qu'on a fait sur le droit de présentation publique, c'est de dire, bon voilà, il y a une réalité. Alors il y a effectivement notre réalité à nous du ministère de la Culture, c'est pas forcément ce qui a été le plus simple d'ailleurs, des structures qui sont subventionnées. Et là on dit, bon écoutez, c'est plus une recommandation, ça devient une obligation liée au fait qu'on subventionne une structure et qu'on estime qu'elle doit être vertueuse dans ses pratiques et notamment rémunérer les artistes, tout ça. Alors, vis-à-vis des collectivités locales, c'est plus compliqué, évidemment. Et ce qu'on a pu constater, et ça rejoint la question du travail de pédagogie, ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, il y a toujours des exceptions, c'est que l'état d'esprit, et de ce point de vue-là, l'état d'esprit a changé par rapport il y a 15 ou 20 ans. L'état d'esprit a changé et on a eu des interlocuteurs, les associations d'élus, nous disant, mais bien sûr, on est absolument pour sur le principe, on le fait déjà dans un certain nombre de cas, où ça va quand même nous poser un certain nombre de problèmes. Parce que ça voudra dire que on fait l'exposition des artistes de la commune et puis que jusqu'à maintenant on ne les rémunère pas. On comprend bien sur le principe, mais après ça devient un problème d'économie. C'est-à-dire, ça peut être, oui, vous allez en faire moins, mais vous allez apporter une rémunération à des gens qui font un travail, entre guillemets. C'est à peu près pareil, en fait. Mais, alors je comprends que ça sort du périmètre du ministère de la Culture, mais les deux derniers documents cités qui sortent, eux, du ministère de l'Économie, s'appliquent-ils juridiquement ? Je vous interroge en tant que conseiller juridique quasiment, mais ces deux documents s'appliquent-ils à ma direction des achats, de la mairie de Rouen par exemple, ou pas ? Parce que le constat, c'est qu'il y a souvent des collectivités à l'échelon territorial qui dérogent un peu, qui zigzaguent, qui font semblant de ne pas forcément connaître, ou qui ne connaissent pas d'ailleurs. C'est peut-être seulement un problème d'information et de communication, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais est-ce que juridiquement, il y a force de loi ou pas ? Au travers de cette jungle des différents millefeuilles d'autorité que représentent tous ces documents. Et donc au-delà du ministère de la Culture. Oui, je vais être obligé de vous dire quand même que la force de loi, c'est évidemment pas quelque chose comme ça qui s'imposerait là tout d'un coup, tout le monde doit faire comme ça, parce que, encore une fois, il y a un principe qui est la libre administration des collectivités. Donc l'État, ça peut paraître curieux, ne peut pas faire d'injonction. Alors après, il y a plein d'exemples contraire dans l'histoire du droit. Mais pour répondre à votre question, la seule manière de le déterminer, c'est que un marché public soit, par exemple, l'objet d'un recours contentieux. Et c'est vrai que, évidemment, mais ça tout le monde le sait, les marchés publics, c'est un sujet qui est beaucoup susceptible de recours contentieux parce qu'il y a de la mise en concurrence, parce qu'il y a des concurrents qui sont évincés, donc qui éventuellement sont mécontents, etc. Donc le législateur et les gens qui mettent qui mettent en marche des marchés publics, ils sont tenus de faire très très attention à tout ce qu'ils font. Après, vous avez parlé de marge,
oui, de gens qui interprètent. D'interprétation, de marge d'interprétation. Il est absolument évident que dans tous ces domaines-là, il y a de la marge d'interprétation. Sur comment est-ce que on détermine ce qui est ou non un investissement significatif. Bon, après, c'est toujours la même chose. Vous avez des situations qui sont tranchées. Si on vous demande, dans le cadre d'un marché public, vous concourez à une première phase d'un marché public, si on vous demande de rédiger je ne sais trop combien de textes, plus des maquettes, plus ceci, cela, voilà, le marché, il n'est pas très conforme. Voilà, il n'est peut-être pas conforme aux règles. Voilà. Après, ces choses-là, soit elles se précisent dans les pratiques, soit elles se précisent dans des textes. Et à mon sens, ce qui a été écrit jusqu'à présent devrait permettre aux commanditaires de ne pas aller au-delà de ce qu'il peut légitimement demander. Mais encore une fois, il n'y a pas, je ne suis pas sûr qu'il faille le regretter, il n'y a pas une instance comme ça qui serait, je ne sais pas, Bercy, la direction des achats de l'État, etc., qui pourrait tout d'un coup, avec un grand bâton, atteindre la commune de l'autre bout de la France en disant là vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas faire, etc. D'accord. Je ne sais pas si... Je peux rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Pascal, parce que, et puis les tentatives de réponse, est-ce que c'est oui ou non, je pense que, bon, alors déjà, clairement sur l'investissement significatif, il y a eu par 2 fois la question posée à l'Assemblée nationale, et il a été répondu oui. Des esquisses, même des esquisses, puisque une esquisse c'est le fruit de l'expertise du graphiste, oui, c'est un investissement significatif. Donc ça, c'est une réponse à l'Assemblée nationale. Ça date en plus, je crois que c'est 2008, donc c'est peut-être une plus récente. Bon, ça, il y a une réponse. Je pense qu'on ne peut pas voir cette question uniquement sous l'angle légaliste, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question se pose de est-ce que j'ai le choix, moi, en tant que professionnel, de répondre ou pas à cet appel d'offres. Alors évidemment, quand on est un designer qui est particulièrement investi professionnellement sur la question de public, puisque c'est une question qui est apparue, en tout cas en France, on parlait dans les années 80 de graphisme d'utilité publique. Quand on destine son studio, son agence, son business au design en communication des publics, pour les collectivités, les régions, l'État, évidemment, c'est pénible parce qu'on est sans arrêt confronté à ça. Mais on a quand même depuis beaucoup évolué, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi rappeler que ce que disait Pascal, le marché, ce type de marché finalement, c'est, alors Pascal disait 6 à 8%, moi j'avais en tête autour de 10%, mais bon, soyons larges, même si c'est 15%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres marchés qui ne sont pas des marchés publics, qui sont fort intéressants et qui peuvent être dans des environnements de dialogue compétitifs qui sont plus sains. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter, peut-être de se poser la question en termes on est obligé ou pas, mais simplement de se dire quelles sont les alternatives à moi
Si je sens que dans un dialogue compétitif, une entité publique souhaite finalement obtenir de moi mon expertise sans la payer, est-ce que ce sont des gens fréquentables? Est-ce que ce sont des gens avec qui c'est intéressant de travailler? Est-ce que ça vaut le coup que je m'y investisse autant que ça? Parce que finalement, ce que ces gens cherchent, c'est un prix et c'est pas la qualité. Et je pense que quand on se pose la question, quand on est acheteur public et qu'on se pose la question de la qualité, on a tout ce qu'il faut en main pour rédiger une offre de marché public qui va rechercher cette qualité et donc qui va rechercher les meilleurs compétiteurs et donc qui va leur faire rédiger des signes suffisamment clairs pour leur dire « Nous avons bien compris que vous travaillez, votre studio nous intéresse, votre agence, votre savoir-faire nous intéresse, nous recherchons la qualité pour le logo de notre région, de notre ville, par exemple, puisque là, la question des logos, c'est un long serpent de mer, toute l'identité visuelle, un site internet, enfin tout ce qu'on veut, ou même du mobilier, donc quelle que soit la discipline de design, si on est une collectivité qui recherche de la qualité, il y a un minimum de choses à faire et à connaître et à savoir. Et donc, c'est à mon avis plus vers la transformation de la culture française, de l'achat de design quand on est une entité publique qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut modifier parce que on a en Europe, mais dans le monde entier, la question de payer les idées, l'expertise des idées, d'ailleurs ne concerne pas que les designers graphiques ou les designers, ou même ça concerne aussi les avocats. En fait, toutes les professions intellectuelles sont concernées par ce type de questions. Alors certes, c'est vrai que les architectes ont la loi MOP, donc ça facilite les choses et la compréhension des règles du jeu. Mais ces questions se posent continuellement et en Europe, on a un cursus de loi qui est très similaire dans tous les pays et on a ici en France un problème très franco-français de comprendre en fait, ça commence à quoi ça sert le design en fait. À quoi ça sert le design, donc à quoi ça sert de rechercher la qualité en design. Et parce que c'est la recherche de la qualité en fait qui compte, puisque c'est pas parce que c'est du design que c'est bien. Il y a des choses qui sont ratées en design aussi. Donc à partir du moment où on s'occupe de savoir comment trouver la qualité, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se poser les bonnes questions. Ce qui n'était pas le cas, petit rappel historique rapide, par exemple, jusqu'au au début des années 2000, où l'Europe, là pour le coup, avait imposé dès le premier euro dépensé de faire un appel d'offres. Et c'est les maires, les collectivités, les premières qui ont finalement dit c'est ingérable, donc c'est bien un problème économique, de faire des appels d'offres pour dès le premier euro dépensé, c'est absolument ingérable. Et dès 2005, avec le ministère de la Culture, avec la direction aux arts plastiques, avec le Centre national des arts plastiques, on avait déjà commencé à communiquer dans ce sens-là. Donc, pardon, c'est un peu long, mais la question renvoie au comportement professionnel. C'est quoi le comportement d'un bon professionnel ? C'est de refuser de participer à des concours, qui soient publics ou privés d'ailleurs, qui nécessiteraient de fournir gratuitement son expertise et ses idées. Voilà. C'est vrai que si je peux peut-être rebondir là-dessus, au départ je ne m'étais pas présentée, mais moi je suis arrivée à l'AFD sur la question des marchés publics, puisque vous parliez d'économie. Donc, en sortant d'école d'art, j'ai cofondé mon studio de design graphique qui s'appelle Sturbio et qui travaille essentiellement dans le milieu culturel institutionnel. Donc, en fait, notre économie, vous parlez de 10%, elle est fondée à 80% sur les marchés publics, sur les travaux avec le ministère de la Culture ou des privés dans le milieu institutionnel et culturel. Donc, forcément, la question des marchés publics était prédominante chez nous. Et on s'est confronté vite à des problématiques de
pas de phasage, phase 1, phase 2, portfolio, etc., ou demande d'idées gratuites. On l'a fait au départ, je pense, comme pas mal de jeunes qui débutent, qui ont le temps, et du coup qui se lancent dans des marchés malheureusement non rémunérés. Et puis on grandit, et puis on se rend compte que il ne faudrait pas, mais il ne faudrait pas pour soi. Donc je te rejoins, François, quand tu dis que oui, il faut dire non au marché public, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut dire non au marché public qui ne rémunère pas, mais il faut voir comment transformer ces choses-là et comment pouvoir les modifier. Donc je pense que l'idée c'est encore cette importance pédagogique et de transmission me semble primordiale entre les professionnels. J'ai eu le plaisir de constater dans certains des marchés publics qu'ensemble, avec d'autres professionnels avec qui j'étais en concurrence, on a pu modifier les choses, on a pu être en dialogue avec l'acheteur public. Donc c'est penser à soi, mais penser, comme tu disais, à l'ensemble du métier, et qu'ensemble, en fait, on peut changer les choses. Ensuite, concernant le privé, on a eu des demandes de privé ou demandes de maquettes gratuites. Il y a un moment où on faisait comprendre qu'il fallait rémunérer. On disait, c'est marrant, les graphistes n'ont jamais demandé ça. Donc, il faut à un moment aussi se respecter soi-même pour que les autres te respectent. Et il y a la question de la transmission. Encore une fois, je reviens là-dessus et j'aurais pris une question pour Pascal. Donc, depuis 4 ans, j'initie un cours sur comment répondre au marché public dans les écoles. Un cours qui n'existe pas, puisqu'une école d'art, dans certaines écoles d'art auxquelles je proposais ce cours, me disent on forme des concepteurs, ça on le verra après. Et souvent, on te fait payer ensuite, après une formation pour les marchés publics. Donc, j'ai eu la chance d'initier ce cours auquel Franck a participé, Christophe Lemaire et aussi Véronique Marier du CNAP, pour pouvoir permettre aux designers de demain d'être outillés, de comprendre comment cela fonctionne. Donc je pense que dans ce sens, et le guide des marchés publics du CNAP ou les petits livrets pédagogiques qu'on installe au départ me semble une bonne manière peut-être d'agir encore. Vous parliez tout à l'heure de ces textes, je suis d'accord avec vous. Le texte en soi, oui, il y a des lois, mais je pense que ce n'est pas ça qui fait les choses, ce sont les actions et ce qu'on fait de ces textes aussi qui portent. Et du coup, j'avais une question par rapport à... François, toi tu disais que selon toi les collectivités territoriales ou le pouvoir adjudicateur, il sait comment faire du départ de la formation du marché public. Et justement, moi je me pose cette question-là pour l'avoir constaté dans des jurys qui venaient juger du coup notre travail de designer graphique. Souvent, il n'y avait pas de personnes compétentes en design graphique, il n'y avait pas cette culture, qui n'avait pas cet apprentissage de qu'est-ce que c'est du bon design. Donc je me pose la question, est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, il ne faudrait peut-être pas mettre en place, peut-être ça existe, je ne sais pas, peut-être, vous parlez de la figure tout à l'heure Pascal de médiateur, peut-être avoir une personne qui puisse être présente dans la formation au départ des marchés publics, dans l'écriture de ce marché ou à la fin dans la partie du jury. Donc intégrer encore une fois soit les designers, soit des personnes compétentes pour transmettre et répondre à ce type de marché. Ouais, c'est pas du tout une question facile parce que là on touche à la culture des personnes qui passent ces marchés publics. Moi, je me souviens, il y a longtemps, donc maintenant il y a prescription, d'avoir eu un échange assez vif avec des personnes de l'UGAP, justement sur ces questions de droit d'auteur, de rémunération, etc. D'accord. Donc là, on n'a rien entendu. Oui, non, c'est pas une question simple, hein, parce que c'est une question effectivement de culture des personnes qui sont en charge de passer les marchés. Je me souviens, effectivement, c'était au ministère de la Culture, on a eu, et la personne qui s'occupe au CNAP du graphisme connaît ces sujets-là à fond depuis longtemps, des discussions avec les services de communication.
Mais là, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas une question facile, parce que c'est une question qui touche à l'éducation des personnes qui sont en charge de passer les marchés. C'est pas seulement une éducation, effectivement, vous avez raison, à la légalité. Parce que là, à la limite, par la question de la légalité, on peut arriver à dire non, mais vous ne pouvez pas demander un truc que vous ne demanderiez pas à un autre fournisseur. Voilà. Raisonner par analogie avec ce que vous faites d'habitude. C'est pas parce que c'est du design que c'est un truc comme ça pour faire joli et qu'il n'y a pas besoin de le payer. Ça, des gens peuvent le comprendre. En revanche, la question d'être capable d'avoir un véritable dialogue avec un designer, savoir ce qu'on veut déjà, savoir pourquoi on le fait, faire gagner du temps à tout le monde en n'ayant pas des exigences imprécises, etc. J'avoue que parfois les bras peuvent m'en tomber parce que c'est pas qu'on ne sache pas forcément comment faire. Mais alors ça passe effectivement, parce que vous avez cité à juste titre la formation et la formation initiale des futurs designers. Ça passe aussi par la capacité d'un créateur à poser un certain nombre de choses par rapport à un commanditaire, c'est-à-dire à faire effectivement de la pédagogie. Parce qu'il y a plein de métiers où des gens font de la pédagogie. Un plombier va faire de la pédagogie s'il fait bien son métier. Il va donner des conseils à l'utilisateur, etc. Donc, mais derrière, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une culture moyenne du design en France, parmi les gens qui sont à un moment donné dans la chaîne de décision. Et là, effectivement, ce qu'on en perçoit aujourd'hui, alors c'est peut-être qu'on a une vision déformée, moi je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est pas très bon, quoi. Enfin, on n'a pas l'impression effectivement que, et ça rejoint le propos de François tout à l'heure, sur le sérieux avec lequel on fait appel à un designer. Pourquoi on fait appel à un designer ? Est-ce que c'est parce que on a ça, ça a assez duré, ça fait trop longtemps qu'on a ce logo, puis il faudrait mettre un petit coup de neuf, et puis le voisin a fait ça, donc je vais faire pareil. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont des sortes de micro-décisions, qui ne sont pas forcément des décisions réfléchies, qui rendent les choses. Et derrière, enfin, je suis désolé de faire des comparaisons internationales, mais le peu que je peux connaître, ou que vous connaissez beaucoup mieux, d'autres pays, alors c'est pas pour les citer en exemple, etc., parce qu'il n'y a pas que des choses merveilleuses qui se passent là-bas, mais c'est un peu plus facile. Il y a des endroits où c'est plus facile. Il y a des endroits où c'est plus facile parce que la culture moyenne en matière de design est plus forte. Et l'identification, le fait de considérer que un designer, c'est quelqu'un d'important dans la société. Enfin, c'est un statut, c'est pas quelque chose de flou, imprécis, etc. Un type qui fait des jolis croquis qui peuvent servir éventuellement à gagner de l'argent, mais bon, voilà, quoi. Donc j'ai pas répondu, mais parce que la réponse est très 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 difficile. Si c'est un problème culturel français, et François en témoigne souvent de par le BEDA, qu'il y a en France une spécificité culturelle qui nous amène à ces situations. S'il fallait changer la loi française, est-ce que ça paraît envisageable ou pas, pour que ce soit bien clair, qu'on soit au-delà des recommandations qu'on peut éviter pour aller vers des recommandations qu'on doit appliquer? Parce que ce que vous décrivez, c'est ça. Alors là, je fais mon revendicatif. Je n'ai pas signé la pétition, mais c'est tout de même un vrai problème. Il y a des tas de marchés où le droit, en tout cas les recommandations et les dernières en date du ministère de l'économie ne sont pas appliquées pour des histoires juridiques, je les entends, mais ça fait en sorte que, à la base, plein de marchés se passent comme ça, et c'est comme ça que les jeunes agences et les jeunes designers apprennent le métier aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème. Que les anciens, entre guillemets, les seniors, aient le luxe de pouvoir dire non à certains contrats et d'en privilégier d'autres parce qu'ils ont plus de talent peut-être ou plus d'expérience, mais pour
pour tous les jeunes, ils iront forcément vers ces contrats qui ne sont pas rémunérés. Donc, s'il ne suffit pas par les recommandations très claires, il n'y a pas d'ambiguïté dans la note de la DAJ du ministère de l'économie. Si ça ne suffit pas à ce que la mairie ou la collectivité territoriale X ou Y applique ces recommandations, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au-delà de constater et de se dire si on est sur un problème culturel, etc., que je veux bien comprendre, je le connais bien, c'est quoi le déclencheur qui pourrait mettre tout le monde d'accord ? Je rebondis du coup par rapport à ce que tu amènes comme question concernant la loi et par rapport à une question qui a été posée sur la loi MOP justement des architectes. Pourquoi elle a été faite cette loi ? Et est-ce qu'on pourrait pas l'élargir du coup pour nos professions du design transdisciplinaire ? Moi, je suis pas sûr. Après, on peut se dire que c'est la bonne solution. Je suis pas sûr que changer la loi, ça change beaucoup de choses. D'abord parce que, encore une fois, de mon point de vue, le Code des marchés publics il est assez clair, les interprétations qui en ont sont assez claires. J'en profite pour citer le dernier texte qui a été adressé. Alors c'est une réponse quand même à une question écrite de l'Assemblée nationale. C'est important, j'ai un peu d'ingénierie, de cuisine administrative. C'est important les questions écrites parce que ça met en situation le gouvernement, représentant du gouvernement, en l'occurrence ici le ministère de la Culture, mais on n'a pas répondu tout seul, on a consulté nos petits camarades de la Direction générale des entreprises. Et donc c'est une question sur les commandes publiques de design et l'indemnisation des esquisses, clairement. Bon. On en profite pour répondre aussi sur la question du mécénat, parce que c'était un sujet à l'époque important. Et donc la réponse a été publiée le 8 décembre 2020, page 8981 du journal officiel. On mettra les références sur le site de l'émission. Et donc ça redit tout ça. Ça redit tout ça, et ça redit effectivement que ça correspond à ce qui est légal, et ça dit, alors une phrase, on a été assez clair, le respect de cette obligation et de l'intérêt même des acheteurs, la juste indemnisation des efforts fournis par le biais d'une prime suffisante garantit la légalité de la procédure. C'est-à-dire que là, on envoie un message qui est, si vous voulez faire les choses correctement sans risquer d'avoir des ennuis, indemniser les esquisses, indemniser le travail. Voilà. Après, vous savez, c'est un peu comme l'histoire du code de la route et de la sécurité routière. Je ne crois pas qu'il y ait forcément à tous les moments une seule solution. Et moi, j'aurais tendance à me dire, encore une fois, c'est peut-être très optimiste, mais il y a un travail à faire qui est un travail qu'avait fait l'AFD à une époque, de signalement. De dire, voilà, un tel endroit, il y a tel truc, ça ne va pas. C'était assez utile. Alors évidemment, François m'avait expliqué que c'était compliqué parce qu'après, on avait des risques, etc. Le signalement est toujours attention, trop tard. Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a le temps du marché public où effectivement on dit « Ah non, c'est trop tard, maintenant on a fait le marché. » On est désolé, on n'a pas fait exprès, on ne voulait pas faire ça, mais on l'a fait, et donc là c'est très difficile de revenir en arrière parce que vous comprenez, bon là on comprend, on est obligé de comprendre. On dit non, on ne le fera plus la prochaine fois, etc. Et puis il y a une autre temporalité qui est celle de, on va dire, réputationnelle. C'est-à-dire que c'est pas forcément une très bonne chose. Ça a joué pour les institutions culturelles. Clairement, une institution culturelle peut-elle se permettre d'avoir une image de non-respect du travail des créateurs? La réponse est non. Et donc ça, on a pu, je ne citerai pas de nom, mais on a pu le faire, y compris pour des institutions privées qui n'étaient pas dans la circulaire, dans la circulaire Pellerin, puisqu'on avait le ministère des établissements publics. On a plein de théâtres qui sont des associations. Il y en a un qui a commencé par nous dire ah ben non, ça ne me concerne pas. Et on lui a dit mais si, ça vous concerne quand même, parce que
ça va faire tâche si vous ne faites pas les choses correctement. Donc oui, c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais il y a nécessairement un travail à faire et à mesurer. C'est-à-dire que c'est ça aussi, moi je dis pas tout va bien, c'est merveilleux, etc. Il faut être capable de dire voilà où on en est aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans et où on en sera demain. Enfin, et en 2022, où on en sera par rapport à 2021. En se disant, bah, si ça ne progresse pas, et ben, il va falloir passer à autre chose. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé avec la sécurité routière. Hein. On a commencé par faire beaucoup de prévention, etc. Et puis après, ça a été permis à point, et tout ça, quoi. Voilà. Oui, du coup, bon, c'est vrai que ça interroge quelles sont les options possibles quand ça ne va pas. Effectivement, souvent, bah, quand on repère un appel d'offres qui ne fonctionne pas, c'est trop tard. On a quand même beaucoup, quand on le signale, beaucoup d'évolutions. Hein. La plupart des gens ne le font pas par mauvaise intention. Après, je dirais, ceux qui recommencent volontairement, je pense que c'est simple, il ne faut pas y aller. Et puis, il faut dénoncer, il faut continuer de dénoncer. Mais sur le risque juridique, bon, les fiches du ministère de l'économie, les fiches et notes, elles pointent le risque de contentieux. Mais ça, c'est une question complexe parce que, par exemple, mais que fait l'AFD hein, dans ce cas-là comme un peu que fait la police. Bon, alors déjà, l'AFD, c'est pas la police, mais eh bien, on essaye d'éduquer, de continuer à éduquer, et c'est vraiment l'option qu'on prend parce que l'option purement légale, contentieux, on a interrogé, depuis toutes ces années, on a interrogé 3 avocats. Tous nous ont dit, mais il y a un problème, c'est qu'à partir du moment où vous répondez à un marché public, ben, vous acceptez le contrat pour y répondre. Et donc, il y a un problème juridique à venir réclamer, c'est-à-dire à dénoncer un contrat qui, d'un seul coup, bah, on ne sait pas pourquoi, ne vous conviendrait plus. Ça ne marche pas. Ça fait au moins 15 ans qu'on réfléchit à cette question-là. Ça ne marche pas. Donc, et qui peut se plaindre qui peut se plaindre et à quel titre? Bah, ceux qui ne répondent pas au marché public ne peuvent pas se plaindre puisqu'ils n'y répondent pas. Bon. Ceux qui y répondent ne peuvent pas se plaindre puisqu'ils y répondent et ils en acceptent la règle du jeu. Donc, on ne peut se battre que sur le fait que on ne peut pas répondre à ces marchés-là et on ne peut pas y répondre parce que c'est pas un problème, je dirais, ça on en a parlé au début, mais c'est pas un problème éthique, c'est un problème économique. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion de la concurrence qui s'opère quand un marché public est mal rédigé. Et là, on a les réponses. C'est les réponses qui sont données par l'Assemblée nationale. Alors, faut-il engager des actions en justice contre ces marchés? C'est une question qui est très complexe. On se l'est posée il y a bien longtemps. Si on pose cette question-là à l'AFD, on a répondu il y a déjà bien 10 ans, on a dit, écoutez, pourquoi on engagerait dans une procédure qui va durer des années, qui va coûter beaucoup d'argent, l'argent des membres d'un organisme qui pourrait servir à autre chose. L'argent de membres d'un organisme qui, peut-être, comme tout le monde, ont répondu aux sirènes des marchés publics qui ne rémunéraient pas les projets et qui finalement ont compris que ça ne servait à rien. Pourquoi on s'engagerait là-dedans? On a répondu, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que mobiliser des cotisations de gens qui recherchent à pratiquer une activité de la meilleure façon qui soit pour finalement résoudre un problème
qui concerne aussi des professionnels qui sciemment répondent à ces marchés, c'est-à-dire qui sciemment, je ne parle pas des gens qui sont tentés, qui sont acculés, ou qui pensent qu'ils ont une chance, au moins ça leur donne une chance, parce que c'est vrai, ce que tu disais Sylvia, quand on commence, on cherche la chance d'arriver à des marchés auxquels on ne répond pas encore, mais il y a des professionnels qui sciemment se disent non, mais nous, ça ne nous pose pas de problème de faire travailler les stagiaires qu'on ne paye pas, qui sont bons parce qu'ils sortent de l'école, ils ont fait déjà 4-5 ans d'études, et on va envoyer 10 projets, il n'y a pas de problème, à des gens qui, issus de collectivités, qui ne cherchent que du boulot pas payé. Alors, pourquoi l'AFD engagerait des sommes avec beaucoup de zéros derrière pour éviter à ces professionnels-là de répondre à ces marchés? C'est une vraie question. Pour l'instant, nous avons répondu, nous ne le ferons pas. Oui, pour préciser, les sommes, pour les gens qui ne s'imaginent pas, on parle de 20 000, 30 000, peut-être même 40 000 euros pour arriver au bout d'une procédure. Ce qui est énorme pour un syndicat, sauf peut-être avec une subvention exceptionnelle du ministère de la Culture qui permettrait d'engager la procédure juridique. Mais est-ce que, pour rebondir là-dessus, je reviens au fait de la question économique, à la question, comme vous disiez, ces marchés publics, du coup, il ne faudrait pas y répondre. Mais par exemple, quand on travaille dans le milieu culturel, alors je reviens là-dessus, c'est notre métier, on a envie d'y répondre, on a envie de travailler pour des grands opéras, on a envie de travailler pour des collectivités territoriales, donc on a envie de répondre à ces marchés, donc on n'a pas envie de juste dire, ok, on le met de côté, ce qu'on fait aujourd'hui. La question, vous disiez, de les rendre visibles ces actions, c'est vrai qu'au départ de mon engagement à l'AFD, on en discutait avec les autres, j'avais cette envie un peu militante, je ne sais pas, ou de venir signaler par des petits bandeaux sur les affiches déco, de ces très belles affiches ou pas trop, de ces marchés non rémunérés, pour dire très belles affiches, dommage que n'a pas été rémunéré. Et je reviens sur la question de la récidivité, je pense que j'emploie bien le terme, puisqu'en effet, il y a la temporalité du marché public, mais il y a aussi des marchés publics qui reviennent constamment dans ce type d'institutions culturelles, surtout assez grandes, qui ne se posent pas le problème, puisque ça fonctionne. Et du coup, je pose à nouveau la question que je posais tout à l'heure, mais peut-être d'une autre manière. En faisant référence, vous parlez des architectes, je fais référence par exemple aux scénographes et au fonctionnement des appels d'œuvres, des marchés publics pour la construction d'une exposition. À un moment, la maîtrise d'ouvrage engage de départ une équipe et un bureau de contrôle. Il y a un bureau de contrôle qui, ensuite, à un moment de l'étape de l'appel d'offres, va regarder si l'entreprise qui va fabriquer les éléments des expositions, il les a bien fabriqués, va contrôler si l'architecte a fait attention à ses plans pour instaurer les œuvres. Et en fait, ce bureau de contrôle valide une démarche. Et du coup, tu disais, François, faut-il engager une organisation pour payer des avocats, etc. Moi, je pose la question, faut-il engager une organisation, encore une fois, pour valider et accompagner? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que du moment où une collectivité territoriale, par exemple, décide de refaire son logotype de ville, et là je fais référence à la ville de Metz, je ne sais pas si vous venez de voir, qui vient de sortir un logotype pour la ville de Metz fait par l'agence de communication du maire, je crois, son même appel d'offres, voilà, quelque chose de... Il y a eu voilà, des questionnements là-dessus, sur la qualité de ce logotype pour une ville quand même territoriale. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas dire que, ok, pour lancer ce projet, pour lancer cet appel d'offres, il faut passer par une validation. Et du coup, peut-être, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une entité, je pense à l'AFD comme le syndicat qui représente les designers en France, où on parlait tout à l'heure du CNAP, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une institution, une organisation, des organisations qui ensemble pourraient accompagner du départ ces marchés publics pour les valider? Alors, si j'ai bien compris votre intervention, votre question sur Metz, là, ça signifierait effectivement de dire à une collectivité qu'elle devrait, pour changer son logo,
avoir une procédure formalisée qui passe par une mise en concurrence, alors moi j'aurais tendance à dire, encore une fois, ça peut être de l'intérêt du commanditaire. C'est pas la même chose de confier à une agence de communication, soit interne, soit l'agence de communication avec laquelle on a passé un marché de communication, de lui confier, je dirais, en plus la réalisation d'un logo et faire un marché ou un appel d'offres, une mise en concurrence, pour avoir 3 ou 4 propositions en fonction d'un cahier des charges un peu précis, etc. Moi, mais c'est du bon sens, d'une certaine manière, de dire, et c'est ce qui se vérifie dans les concours d'architecture, par exemple, et aussi dans les concours de design quand il y a des mises en concurrence, c'est que pour un commanditaire, avoir 3 propositions entre lesquelles il faut qu'ils choisissent, mais qui sont des propositions qui ont été travaillées parce que les gens savent qu'ils vont quand même être indemnisés, par rapport à l'investissement que représente le fait de changer de logo. On n'en change pas en principe tous les ans ou tous les 2 ans. Ça fait partie de la construction d'identité, de ces trucs-là. Et donc, je dirais encore une fois, c'est l'intérêt de la collectivité. Et moi, je ne peux rien faire, honnêtement, si un maire décide de faire le logo lui-même sur son bureau, il se dit, moi, je vais faire le logo moi-même. Il a le droit. Je veux dire, la seule sanction dans ce cas-là, c'est effectivement ces électeurs qui disent on ne va pas vous réélire parce que votre logo n'est pas bien, des choses comme ça. Et donc là, pour le coup, je répondrai alors cette fois assez fermement, non, personne n'est obligé de faire appel à un designer. On est obligé de faire appel à un architecte. Là, pour le coup, il y a un certain nombre de cadres au-dessus de je ne sais pas combien de mètres carrés, vous devez, effectivement... parce que là, oui, mais vous n'êtes pas... vous pouvez toujours faire tout le travail, qu'il soit bien fait ou mal fait, c'est pas la question, enfin si, c'est une vraie question. Vous pouvez toujours faire le travail par vos services. Il y a un argument, d'ailleurs, souvent, les collectivités, régions ou villes, qui font parfois refaire leur logo en interne. Leur argument, c'est ça n'a rien coûté. Et c'est vrai que c'est leur droit, en fait. Et ça, c'est très difficile, ça peut nous agacer, mais ils ont le droit. Pour la petite histoire, c'est rigolo. La ville de Metz avait été, du temps de la blacklist AFD, déjà blacklistée. Donc, c'est bien la preuve que ça ne sert pas à grand-chose, quel que soit le maire qui... Voilà. Bon, déjà... On va dire alors que pour les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent faire un marché public convenable, qui souhaitent avoir de la qualité dans les réponses et qui souhaitent engager ce dialogue, est-ce que du départ, il ne pourrait pas y avoir un accompagnement pédagogique là-dessus ? On peut l'imaginer, ce ne serait pas très compliqué. En tout cas, alors ça me fait penser à 2 choses. Déjà, sur la loi MOP, pour finir de répondre à la question qui était posée en ligne, en fait, la grande différence que nous avons, nous designers, avec les architectes, c'est que les architectes, l'architecture est une activité réglementée. Le design ne l'est pas encore. Il y a eu des débats, d'ailleurs, lors en 2008, lors d'une biennale de design à Saint-Étienne, on s'était posé la question, on avait organisé avec, là, à l'époque il y avait plusieurs organisations professionnelles de design, donc l'AFD, la FEDI, on avait organisé un débat, faut-il un ordre des designers ? On n'était pas d'accord, on n'avait pas trouvé d'accord entre nous. Il y a des designers qui le souhaitent, d'autres qui ne le souhaitent pas. Il y a des avantages, des inconvénients. Le design n'est pas une profession protégée. C'est aussi pour ça que tout le monde, le boulanger,
N'importe qui, Pascal peut s'improviser designer du jour au lendemain. Alors qu'on ne peut pas s'improviser architecte. Donc ça, c'est ce qui explique. Alors, il n'y a pas de risque dans le design. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi à montrer qu'il y avait suffisamment de risques pour protéger cette profession. Et donc, le titre designer. Ça, c'est pour la loi MOP. Après, donc, la question, c'est, oui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que pour ceux, parce que heureusement que finalement, la culture évolue, en tout cas la culture du design évolue dans l'entendement, hein, j'entends chez nos joyeux commanditaires des collectivités, ça évolue, ça bouge, il y a des outils aujourd'hui disponibles. Effectivement, on pourrait améliorer encore ça. Et ça, cette question que tu poses, elle envoie vers qu'est-ce qu'on aurait en tête pour faire avancer les choses. Parce que, bon, on a parlé d'une pétition qui est en cours, on a parlé de fiches techniques de mai et de juin 2020. On sait bien ce que c'était que l'année 2020 et ça n'est pas une année propice à faire encore évoluer cette culture, mais là on sort un petit peu des problématiques liées au Covid et on a encore du potentiel pour éduquer davantage, pour faire comprendre davantage qu'est-ce que c'est que l'expertise en design. Et donc là on peut peut-être parler des projets qui sont je ne sais pas si tu veux en parler, la pédagogie, la pédagogie. Bien sûr, puisque la force ne peut pas aller jusqu'au bout de sa mission, c'est la pédagogie qui doit prendre le pas, et une pédagogie douce. La fameuse blacklist de l'AFD est une pédagogie un peu plus forte, mais là on serait plutôt sur une pédagogie un peu plus douce du côté des designers, du côté des donneurs d'ordre, pour expliquer pourquoi le bon sens sur le fond doit triompher, voilà, et éviter ces situations de gens qui apparaissent comme des profiteurs et qui provoquent. Et il y en a quand même beaucoup, parce que ça provoque quand même, rappelons-le, cette pétition qui, en quelques semaines, recueille 10 000 signatures, ce qui est énorme. Voilà. Donc, beaucoup de pédagogie vers les professionnels des deux côtés, donneurs d'ordre et commanditaires. Et voilà, j'espère qu'on pourra avancer assez vite là-dessus. On est en discussion avec le ministère de la Culture pour concevoir et financer des 2 séries de vidéos très courtes, justement pour expliquer comment, de façon vertueuse, on peut faire appel à des designers, comment recruter un ou des designers. On aurait une mini-série qui serait à destination des collectivités, des rédacteurs des marchés publics, et une autre série qui serait à destination des designers eux-mêmes. Voilà. Donc, pour ne pas... parce qu'il y a aussi des belles choses qui sont faites par les collectivités. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, mais après tout, pourquoi pas faire une white list ? C'est-à-dire lister ce qui est bon et ce qui produit de la qualité. Bon, on l'a même commencé à le faire, mais finalement on a bien compris qu'on n'avait pas les ressources humaines à l'AFD pour entretenir une liste comme ça. Donc on ne peut pas être partout. À chacun de repérer, de faire sa white list, mais là le but c'est effectivement de pousser l'information du contenu des fiches du ministère de l'économie, et expliquer pourquoi économiquement c'est pas bon de ne pas rémunérer l'expertise des designers, et pourquoi d'un point de vue de la qualité de la dépense publique ce n'est pas bon non plus. Pour résumer, tous les textes sont sur la table et indiquent comment il faut faire, mais effectivement il y a toujours des gens qui font semblant de ne pas les avoir lus ou qui ne les ont pas lus. Et donc la pédagogie peut permettre de corriger tout ça. Il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas lu ça. Voilà. Donc c'est vrai que les textes sont récents. Il y a un problème pédagogie d'information réel, et on a très envie de travailler sur ce sujet-là, et le ministère de la Culture nous a fait des appels de pied sur ce sujet-là. Donc on
voilà, on va continuer de travailler ensemble à ce sujet, et puis on fera un point peut-être dans un an. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'aspect juridique, effectivement, je ne suis même pas sûr qu'un procès gagné, une jurisprudence en la matière, apporterait plus de rigidité au fonctionnement. C'est-à-dire que si demain on arrivait après 30 000 euros de frais juridiques à coincer le Conseil général de X, enfin cité de nom, est-ce que pour autant les autres conseils généraux ou les autres conseils régionaux feraient mieux? Il faudrait faire des procès à répétition. Donc, de toute façon, c'est changer la loi pour obtenir quelque chose, mais c'est une démarche beaucoup plus longue. Donc, effectivement, la pédagogie doit améliorer normalement fortement la situation. Et ce qui me semble intéressant dans cette option-là, c'est aussi une question de temporalité. C'est aussi la question de, en tant que praticien, et la pétition peut-être là aussi. Elle était là aussi pour ça. Il y a un énervement, donc il y a une envie, une colère, une envie de réaction, mais une réaction qui est dans un temps court, qui ne peut pas produire des effets sur une longue durée, qui ne peut pas transformer les choses. Et je pense que dans cette démarche de guide, en quelque sorte, de guide numérique, donc on passe de guide papier au guide numérique utile vidéo, je trouve qu'il y a la notion de la temporalité de l'accompagnement qui me semble intéressante, et peut-être qu'avec cette temporalité plus longue, il pourrait y avoir du coup des effets de transformation durature. Pédagogie aussi pour apprendre à utiliser les derniers textes, les textes de mai et de juin 2020, parce qu'ils insèrent des nouveautés fortes, la nouveauté des 80% de l'indemnisation à hauteur de 80% du travail demandé, c'est un truc qui n'est pas évident. Donc il y a une fiche technique sur le site de l'AFD qui est déjà disponible, mais il faut peut-être dans les petites vidéos, ou peut-être aussi au travers d'un site web dédié à ces marchés-là, peut-être permettre à la mairie de Tartampion de pouvoir se dire, tiens, est-ce que je suis dans la norme ou pas? Est-ce que je respecte les recommandations juridiques qu'on a évoquées depuis le début de la séance? Et je pense, pour rejoindre ce que tu dis, ce qui me semble aussi davantage important, et c'est tout le rôle du designer graphique, soit de rendre lisibles les choses, de rendre lisibles des messages. Quand je pense à ces fiches, à ces textes, vous disiez page 8000, je ne sais pas combien de ce document, c'est des pavés de textes en Times New Roman, Core 10, régulière. Enfin, on ne rend pas du tout intelligible ces choses-là. Et du coup, forcément, il y a peut-être aussi un manque... Un travail de designer. Voilà, il y a un travail, je pense, de designer graphique qu'on a commencé peut-être à faire, d'ailleurs ensemble à l'FD, et toi tu l'as fait avec l'affiche, cette tentative de rendre des messages lisibles pour pouvoir être mieux transmis. En tout cas, je pense que ce qui est très positif, c'est qu'il y ait 10 000 personnes qui aient signé cette pétition. En son temps, l'AFD a fait des pétitions, et donc ça prouve bien que l'AFD en soi n'a rien contre la pétition. Mais on a recueilli beaucoup moins de signatures parce qu'on l'a fait à une époque où les mentalités n'étaient pas aussi mûres sur cette question-là. Donc ça montre bien, ça prend du temps, mais il y a un cheminement qui est fait. Donc on parle d'une pétition que l'AFD n'a pas signée. On explique sur le site de l'AFD pourquoi on ne l'a pas signée. Évidemment, dire non aux idées gratuites ou dire non aux créations gratuites, c'est la même chose. On partage les mêmes idéaux, mais on ne pense pas que ce qui est demandé dans cette pétition est réalisable tel que. Donc, on ne peut pas signer une pétition qui évoque des grandes idées et qui propose des solutions en lesquelles on ne croit pas. Donc on était bien embêtés, mais c'est la réalité. Je pense que c'est juste pour quand même revenir sur la notion de marché. Parce que, bon, c'est Pascal qui en a parlé le premier, mais c'est important de comprendre que il y a, je m'adresserai peut-être aux signataires de cette pétition, heureusement,
il y a d'autres méthodes que de répondre au marché public pour trouver du boulot. Et ce sont des vraies questions, c'est-à-dire quand je suis, tu l'as évoqué Franck, c'est que quand je suis graphiste indépendant, j'ai pas forcément choisi d'être indépendant maintenant. Je voulais peut-être le faire dans 5 ou 10 ans, quand je serais passé par toute une expérience, un cheminement professionnel qui m'aurait permis de me sentir suffisamment costaud pour passer à cette étape-là, l'indépendance. On sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup sont indépendants par la force des choses. C'est pas forcément par choix. Et c'est vrai que l'indépendance, c'est être graphiste indépendant, c'est être un peu businessman. Malheureusement, on n'a pas toutes les billes, on n'a pas toute la formation qu'aurait, par exemple, quelqu'un qui a fait des études de commerce, qui lui n'aurait pas la formation en graphisme. Donc peut-être que en France, il faut aussi amener la culture de la collaboration, de la coopération non pas entre uniquement graphistes qui feraient un collectif et qui trouveraient du boulot en répondant à des appels d'offres publics, mais en s'associant avec d'autres compétences, notamment la compétence en commerce, la compétence en gestion, etc., pour construire des stratégies commerciales qui permettrait de vivre de cette activité. Parce que la vraie question qui est posée, je pense, c'est comment on vit de cette activité. On l'a dit, oui, on peut répondre à des appels d'offres, mais c'est vrai que si on répond à ceux qui sont nickel, ça réduit encore le champ des possibles. Bon, la question, c'est comment me donner ma chance, comment acquérir l'expérience que je n'ai pas encore, etc. C'est toutes ces questions-là. L'article 49 du Code des marchés publics ne peut pas répondre à toutes ces questions-là, fondamentalement. Donc, l'AFD a participé à la publication d'un livre écrit par un Canadien, donc, pour montrer la distance des cultures en France, la nord-américaine, mais un Canadien qui écrit, qui s'adresse à des designers ou mais aux architectes, à toutes les professions créatives, et qui explique dans un langage simple quelles sont les questions à se poser. Donc à l'AFD, on a une culture on essaye d'ouvrir vers des solutions qui sont multiples, qui sont ouvertes et qui sont valables, quoi. Parce que modifier une loi qui est complexe, qui va avoir des implications au plan européen, tu parlais de temporalité, bonjour, quoi. C'est pas demain la veille que ça va bouger. Donc quel est le parcours le plus rapide ? C'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut faire des procès à la chaîne, mais encore faut-il avoir les moyens, ou est-ce qu'il faut tabler sur plus de pédagogie, d'information ? Bon, on a plutôt le sentiment qu'on aura raison à la longue sur la pédagogie, l'information, etc. Rendez-vous dans quelques années. Rendez-vous dans quelques mois pour ces actions de pédagogie, j'espère. Merci. Merci à vous pour ces échanges. Cela montre, peut-être pour conclure, je ne sais pas si Pascal, vous voulez ajouter quelque chose ou si Romain, il y a des questions, que finalement, en fait, peut-être c'est le praticien qui, en premier, il s'actionne et il coopère avec d'autres et il crée par lui-même des alternatives, par lui-même et en travaillant avec les autres, ces alternatives de travail et de métier. Peut-être juste une petite remarque, effectivement, sur le propos, c'était Romain qui disait ça tout à l'heure. C'est très juste quand il dit, bon, voilà, l'architecture est une profession réglementée, parce qu'effectivement, un immeuble peut s'écrouler. En revanche, ce qui m'a toujours effectivement frappé, c'est que, bon, voilà, il n'y a pas de réglementation en matière de design. Ce serait compliqué de réglementer le design, bien sûr. On n'est plus du tout à l'époque où on crée des ordres professionnels. Là, c'est carrément ce serait vraiment très obsolète. Mais par contre, les dommages que crée du mauvais design, parce que pas fait par des bons designers qui sont bien formés, etc., en fait, on les voit.
Il y a un moment où on les voit. Et ça reboucle avec cette histoire de la culture du design. Je crois que c'est pas vrai qu'on ne s'habitue pas à la laideur, malheureusement. Et, je crois qu'il y a des gens qui finissent par s'y habituer. Et à une époque, la galerie Anatome, qui n'existe plus, faisait de très très belles expositions sur le design québécois, etc. Et on voyait, alors peut-être que c'était des sélections qui étaient remarquables, c'était la vision qu'on peut avoir comme ça, vue de l'extérieur, était peut-être un petit peu euphémisée, mais j'ai quand même l'impression que l'enjeu, c'est aussi un enjeu de qualité, et de qualité de l'espace, de qualité des objets qui nous entourent, etc. Bon, on avait cette discussion sur les signes, mais aussi les objets et les constructions. Ça, on participe à un moment donné, quoi. Enfin, on peut facilement créer globalement des choses de plus en plus laides parce que justement, on ne s'est pas intéressé à cette question de la qualité. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un grand compensateur comme ça qui serait le designer qui viendrait créer de la beauté, même gratuitement. En fait, c'est pas vrai. À long terme, ça ne marche pas comme ça, quoi. Et donc, ça peut être effectivement... je crois que c'est un élément d'argumentation. En tout cas, c'est celui de là où je suis au ministère de la Culture qu'on tient, qui est... c'est aussi un enjeu culturel sur la qualité de l'environnement, la qualité de l'environnement graphique, etc. Voilà. Merci Pascal. Je ne sais pas si Romain a des points ou si... Non, moi j'échange avec, du coup, sur le chat en même temps, pour reparler justement des fiches, etc., pour dire que justement il y a des choses qui avancent, parce que certains disent que ça n'avance pas. Moi je considère, et l'AFD je pense que considère aussi que ça avance, pas suffisamment vite, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais ça avance, et ces fiches témoignent de cette volonté-là. Voilà, c'est tout. On ajoutera sur le site de l'AFD tous ces documents dès qu'on peut. On ajoutera aussi la discussion de l'Assemblée nationale de décembre 2020 que vous évoquiez. Voilà, je la récupère tout de suite, c'est super. Et de façon à ce que tous ces gens qui ont signé la pétition et qui ont l'impression qu'il ne se passe rien puissent aller prendre le temps, prendre une demi-heure, 40 minutes pour lire ces documents, pour essayer de comprendre de là où on est, là où on parle, et de là où on vient, et, voilà, et où on peut aller, parce que c'est vraiment ça qui compte, et la manière dont on peut y aller. Voilà. Que si tous les signataires de la pétition Dites non aux créations gratuites adressaient ces fiches à un certain nombre de collectivités qu'ils ont repérées comme étant des mauvais joueurs, déjà, et ça aurait une portée, je pense, intéressante en termes d'information. Il y a aussi des projets je le cite parce que c'est en discussion aussi, des projets assez importants de guides, de pratiques, de nouvelles pratiques. Il y en a déjà plein, mais il y en a un en cours avec l'UCC, sauf erreur, qui pourrait aussi apporter des règles du jeu supplémentaires pour faire connaître l'arsenal juridique que l'on a et qui parfois a des défauts d'application. Et peut-être, je me dis que aussi les personnes qui ont signé la pétition, les personnes qui s'intéressent à ces questions, je le dis souvent, voilà, par exemple, on vient voir l'AFD quand on est praticien dès qu'on a des problèmes, parce que c'est voilà, l'organisation à laquelle on s'adresse qui est reconnue. Peut-être que ces personnes-là, enfin, en tout cas, je les inviterai à frapper à la porte de l'AFD, à ne pas hésiter. Donc, Franck, je te donne un peu comme le point référence, mais de venir voir, et peut-être que la possibilité de faire un site, en effet une plateforme, permettrait de pouvoir s'ouvrir, communiquer et aussi... voilà, je m'adresse à ceux qui sont en ligne, répondre à leurs questions et n'hésitez pas à venir participer puisque c'est encore une fois une organisation qui est ouverte. Tout à fait. Oui, j'ai pas de relance à faire. Et donc c'était la rencontre sur les marchés publics. On vous donne rendez-vous ce soir pour continuer le dialogue avec
Aude Villiers, chargée de mission design et mode du ministère de la Culture, la plateforme Social Design, l'association de design commun et Samuel Bianchini de l'ENSAD Lab. Donc, et Jérôme Delorma. Et Jérôme Delorma, directeur de l'ISDAT, justement sur les questions pédagogiques dont on a parlé. Donc, et vous pourrez continuer sur la plateforme .commun.design. Sur ces questions, on mettra la rencontre de cet après-midi. Proposez vos questions, on pourra mettre peut-être les fiches ou... Voilà, agrémenter cette édition commune. Merci.